Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on accueille Dominique Vigneault, elle est la présidente de la commission RSO des acteurs de la compétence. Elle nous parlera d'une démarche pour déployer la RSE au sein des entreprises. On en parlera avec elle dans quelques instants. Elle est à la tête de Fab 21 Formation. Le cercle RH, la vraie égalité professionnelle, femmes-hommes, j'ai bien rajouté la vraie. On va en parler avec nos invités à l'occasion de la journée internationale aux droits des femmes contre les violences sexuelles et sexistes. Ce sera le 25 novembre prochain. Nous accueillerons Corinne Hardy, Floriane de Saint-Pierre et l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ils seront nos invités et puis je serai accompagné évidemment dans cette émission, comme à chaque fois, avec Caroline de Senneville. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la RSE, la responsabilité. D'ailleurs, il y a un débat sur le S sociétal, social et environnemental. Comment peut-elle se déployer en entreprise? On va en parler tout de suite avec vous, Dominique Vigneault. Ravi de vous accueillir, présidente de la commission RSE au sein des acteurs de la compétence. Et vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'un organisme, Fab 21 Formation. D'abord, un petit mot sur les acteurs de la compétence, parce que c'est intéressant que vous lanciez, à travers une commission, cette initiative. En fait, on était un peu comme M. Jourdain. C'est-à-dire, on faisait de la RSE sans le dire et sans le savoir finalement, parce que je crois qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que nos métiers, les métiers de la compétence, les métiers du savoir, qui passent par des organismes de formation, par des spécialistes de la VAE, par des éditeurs de logiciels, etc. On représente tout le monde de la compétence. Finalement, ce sont quand même des métiers qui sont engagés sur le plan sociétal, et cette fois-ci, j'ai bien dit sociétal. Former les gens, les accompagner dans leur progression de compétences et de savoir, c'est un métier qui est profondément sociétal. Donc effectivement, on en faisait sans le dire. Là, vous l'implémentez réellement, ça va s'appeler Impact, et ça s'appelle d'ailleurs, puisqu'il y a une promotion qui démarre, Impact RSE. C'est un de nos programmes, uniquement un de nos programmes. Combien d'entreprises engagées? Parce que l'idée, c'est d'embarquer des entreprises. Alors, absolument, mais on a plusieurs programmes. C'est un point qui est très important. Ce que je dirais en amont, c'est qu'on a voulu récemment une accélération de nos programmes d'accompagnement des entreprises de la compétence, de nos adhérents. Ça passe par Impact RSE. C'est la première promotion où il y a un peu moins de 15 entreprises qui sont présentes. On tient à travailler sur des petits groupes. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos démarches sont sous le sceau, avec effectivement énormément de partage d'expériences, d'échanges, etc. On ne peut pas le faire dans des grands groupes, on ne peut pas le faire de façon dans des séminaires larges, etc. Ça serait de la com. Non, nous, on fait vraiment de l'accompagnement. Du concret, des diagnostics, des formations collectives. Et, l'idée, c'est d'avoir des outils pratiques pour le déployer. Vous l'avez bien dit, ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas de la com, c'est concret. C'est totalement concret et en fait, chaque entreprise va faire également sa propre feuille de route. Mais on a déjà démarré puisque effectivement, un certain nombre d'entreprises ont fait leur bilan carbone, par exemple. On travaille sur les critères d'achat. On a une vaste, gamme de services, dont Impact RSE, qui s'adaptent à des profils d'entreprises de formation différents, depuis la très grande jusqu'à des entreprises qui sont un tout petit peu plus modestes. Pour ceux qui voudraient participer à ces programmes, on l'entend, il y a plusieurs programmes, vous avez cité Impact RSE, on est bien d'accord que ces programmes sont destinés au réseau des acteurs de la compétence, que les choses soient précises, qu'il n'y ait pas d'entreprises qui vous écrivent. Il faut être adhérent. Donc ça vous donne envie d'adhérer. Je vous confirme. J'espère. Ça me donne envie. Si vous faites partie du monde de la compétence professionnelle. Ça me donne envie d'adhérer. En effet, la durée pour les entreprises, parce qu'on entend bien que les grands groupes, globalement, sont plutôt bien armés. C'est un sujet dont on parle depuis plusieurs années. C'est moins vrai pour des entreprises de taille intermédiaire et notamment de la formation. Alors, ceci étant, dans ce groupe Impact RSE, nous avons malgré tout des entreprises importantes. Wall Street English, par exemple. Oui, voilà, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils y viennent? Parce qu'ils ont aussi ils ont peut-être démarré un peu plus tardivement que les autres, parce qu'ils ont envie d'y aller d'une façon en partageant, en rencontrant. L'échange est hyper important. On se nourrit de l'expérience de l'autre. Mais avant de nous quitter, Dominique Vigneault, tout de même, on voit bien sur certains secteurs où on peut trouver des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Plus compliqué pour la formation. Enfin, je veux dire, la formation, c'est du transfert de savoir, c'est du transfert de compétences. Et je dis une bêtise ou pas? Mais on parle de RSE, donc ce n'est pas que, effectivement, de la décarbonation. Ouais, je veux dire que moi, vous avez vu. Oui, non, mais voilà, donc c'est pas que la
décarbonation. N'oubliez pas quand même qu'une mission importante pour certains organismes de formation, c'est de former des gens éloignés de l'emploi. C'est quoi? C'est du social ou du sociétal? Je suis quand même dans votre S, malgré tout. Donc, la Donc ça RSE, rentre dans la mais famille bien de sûr la que ça RSE. rentre là-dessus, effectivement. Réfléchir à ce que seront les métiers de demain. On travaille avec le Shift Project sur, effectivement, l'identification des métiers dont on a besoin pour la transition écologique. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, je suis dans votre E de RSE, effectivement. Merci Dominique Vigneault, présidente de la commission RSE, qui est une jeune commission au sein des acteurs de la compétence, avec des dispositifs à destination, vous l'aurez compris, des adhérents des acteurs de la compétence pour les faire avancer, déployer des outils pratiques en matière de RSE, avec un débat sur le S et le E d'ailleurs. Merci Dominique de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle d'un sujet aussi RSE, l'égalité femmes-hommes, la vraie égalité. Qu'en est-il exactement avec ce chiffre depuis quelques jours maintenant, les femmes travaillent gratuitement, c'est ce que les médias en tout cas ont relayé. On va en parler avec nos expertes, elles sont là et je les accueille, c'est le Cercle RH évidemment. Le Cercle RH, le débat de Smart Job pour parler de l'égalité femmes-hommes, la vraie égalité femmes-hommes. Autant dire qu'il y aurait peut-être une fausse égalité femmes-hommes. On va en parler avec mes invités. Où en est-on exactement, tant dans les grandes entreprises du CAC 40 que dans les entreprises de taille intermédiaire? La place des femmes aussi dans la hiérarchie des entreprises. Autre sujet, puis on parlera, j'en suis sûr, avec mes invités, de la transparence salariale. Ça, c'est prévu en 2026 et déjà les entreprises se creusent la tête, commencent à créer des nomenclatures, récupèrent des datas pour essayer d'apporter une transparence. Est-ce que ce sera possible? C'est pas sûr. Mes invités sont avec moi. Je suis accompagné évidemment, comme chacune de ces émissions, avec Caroline de Senneville, que je salue, journaliste décideur RH. C'est un vrai plaisir de partager ces émissions avec vous, chère Caroline. Face à vous, Muriel Pénicaud. Bonjour Muriel. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans Smart Job. C'est la première fois que vous venez dans notre émission. Peut-être pas la dernière. Ancienne ministre du Travail, aujourd'hui une femme très occupée. Comment vous consacrez votre temps aujourd'hui? Vous observez Je suis plutôt dans le soft power J'étais longtemps dans le leadership de transformation, maintenant je suis plutôt dans le soft power. Donc je suis dans des conseils d'administration d'entreprises internationales, senior advisor d'un fonds d'investissement. Je préside une fondation que j'ai créée pour aider des artistes émergents. Je fais beaucoup de conférences dans le monde entier sur le futur du travail. Speaker, et conférencière. Je suis photographe et j'expose j'ai 10 expos cette année dans 7 pays. Voilà. Vous avez le temps de dormir avec tout ça ou pas, Muriel Pénicaud? Oui. C'est que du plaisir, ça. C'est génial. Donc vous avez quitté les bancs de l'Assemblée nationale. On y reviendra peut-être avec nous, Floriane de Saint-Pierre. Bonjour Floriane. Très heureux de vous accueillir. Présidente d'Ethics and Board. Et puis par ailleurs, chasseuse de tête, vous avez accompagné des centaines, des milliers, j'ai vu, de femmes dans les organisations. On parlera avec vous évidemment de cette égalité femmes-hommes. Où en est-on exactement? Et enfin, Corinne Hardy est avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Présidente de l'AM, on dit l'AM, l'Alliance pour la mixité en entreprise. Vous mesurez l'égalité, donc c'est un vrai sujet parce qu'il y a la loi Rixain, Marie-Pierre de Rixain, la députée qui avait fait voter cette loi. Vous mesurez l'égalité et vous faites un événement alors en duplex, en mondiovision entre le MEDEF et l'Orchestre Philharmonique, enfin l'Auditorium Orchestre National de Lyon. C'est mardi prochain. Ouvert par la ministre Aurore Berger. Aurore Berger. Avant d'entendre Caroline, juste Madame la ministre, je vous appelle Madame la ministre, vous allez voir, parce que c'est très très lié à ma question. Vous auriez suspendu la réforme des retraites, vous, puisque j'ai entendu le Premier ministre qui a dit, au nom du compromis, je n'ai pas le choix, je suspends. Si vous aviez été encore, et vous l'avez été, vous avez été une très grande ministre du Travail, est-ce que vous auriez suspendu la réforme des retraites? Oui, mais avant de la faire. C'est-à-dire que j'aurais fait une autre réforme. Ah d'accord. J'aurais fait celle de 2017, qu'il faudra faire un jour, avec le système à points, un système égalitaire, où les 50 régimes sont fusionnés. On cotise pour soi, dans un système collectif encadré, et on ne fait pas peser sur les générations suivantes un poids insupportable qui ne tient plus compte tenu de la démographie. Donc vous ne l'auriez pas suspendu? Je n'aurais pas fait celle-là. Mais si vous aviez été au moment... Ah ben non, parce que je ne serais pas restée pour faire une réforme auquel je ne croyais pas. Donc vous auriez claqué la porte en disant ça ne correspond pas... La porte. Oui, on n'est pas obligé de claquer la porte, mais j'ai eu la chance et l'exigence de ne faire que des réformes auxquelles je croyais.
C'est votre engagement et c'est aussi pour ça que vous avez quitté un peu l'espace politique pour d'autres univers. Mon but n'était pas de devenir une politique à vie, mon but c'était de aider le temps donné, si je pouvais, pendant quelques années, mon pays pour des réformes auxquelles j'ai cru. Et je suis heureuse qu'on ait fait la réforme du Code du travail, l'égalité homme-femme, l'apprentissage, le compte personnel de formation et quand même les mesures qu'on a prises pendant le Covid pour sauver l'emploi. Voilà. Donc, donc, je pense qu'on a besoin de faire une réforme d'ampleur de l'apprentissage, de la retraite. Mais justement, il faut apprendre à faire des réformes autrement, mais il faut surtout la penser prochaine génération, long terme, et non pas court terme, ajustement. Après, le gouvernement fait ce qu'il veut. Caroline, on va entendre la situation des femmes. Elles sont souvent portées en modèle, les femmes du CAC. Combien y a-t-il de femmes au sein du CAC 40, qui est pour le coup un indicateur comme un autre? Puis on parlera aussi des écarts de retraite, de pension de retraite entre les femmes et les hommes, puisqu'on parle des retraites, 38%, si j'ai bien lu. Carrière hachée, des femmes ont eu des enfants, donc la carrière n'est pas la même. On y reviendra, mais d'abord un mot sur le CAC. Est-ce que ça va mieux? Parce qu'à une époque, il n'y avait qu'une femme. Ça progresse, la parité dans les entreprises du CAC 40 progresse. On est à 28% des postes de direction occupés par des femmes en 2024, contre 9,5% en 2014, donc il y a une progression nette. Aujourd'hui, on a 4 PDG qui sont des femmes. Inda Garbi de Bureau Veritas, Catherine McGregor d'Angie, Christelle Heidemann de Orange et Estelle Brachialneuf de Veolia, qui ont toutes été nommées entre 2020 et 2024. Veolia. Et on a aussi 2 présidentes de conseil, Angèle Garcia Poveda chez Legrand et Barbara Dalibar pour Michelin. Ça progresse, mais on est encore un peu loin quand même des objectifs de la loi Rixin qui fixe à 30%, d'ici mars 2026, c'est-à-dire demain. Donc il y a encore un peu de travail. Je vous ai vu sourire. Est-ce que c'est important pour vous, je dirais, en termes de visibilité, parce qu'il y a d'autres sujets qui impactent les femmes dans l'entreprise, des femmes managers, des femmes salariées, tout simplement. Mais est-ce que ça donne aussi une couleur, aussi de l'engagement et du volontarisme sur ce sujet, la place des femmes dans le CAC? J'ai créé, moi je suis une femme entrepreneur. Alors je me décris comme ça parce qu'on n'est pas si nombreuses dans ce pays. On y reviendra effectivement tout à l'heure. Donc si j'ai créé effectivement Ethics and Board, c'est que quand on se fixe un cap, il faut pouvoir le mesurer. Donc c'est comme une boussole, c'est comme un gouvernail. La gouvernance, c'est comme un gouvernail, mais il faut pouvoir mesurer. Et en fait, je pense que la France a fait des choses qui ont été très, très, très utiles pour arriver à 47% de femmes aujourd'hui dans les conseils d'administration et du CAC 40 et du SBF 120, et 28%, mais on frôle même les 29% pour le CAC 40. On a fait des lois. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann. La Copé-Zimmermann. Hein, on se rappelle effectivement qu'il y avait 11% de femmes avant la loi Copé-Zimmermann. Donc, au XXIe siècle, on avait 11% de femmes dans les plus grandes sociétés françaises. Et puis, on a fait une deuxième chose, on les a mesurées. Et effectivement, le gouvernement, à l'époque, s'est tourné vers Ethics and Boards. On a gagné les appels d'offres et on a mesuré. Certains pays ne l'ont pas fait. L'Espagne a fait une loi, mais elle n'a pas mesuré. Elle n'a pas été appliquée aussi bien qu'en France. Et la loi Rixin, j'espère effectivement que l'État mettra en place la façon de la mesurer. Mais je pense que c'est très important d'avoir ce cadre légal et de pouvoir effectivement le mesurer. Sur Rixin, ça a permis de doubler. C'est-à-dire en 10 ans, 2015, 15% de femmes dans les COMEX. Que dire? Enfin, il y a un débat sur les quotas. Vous savez, quand on parle de sujet, certains disent qu'il n'y a pas besoin de quotas, c'est la compétence qui prime. Pourquoi vous nous dites que ça fonctionne? 15% dans les COMEX CODIR du SBF 101, 15% il y a 10 ans, c'est facile, 2015, 15%, et effectivement 29% et quasiment 30% aujourd'hui. Un mot, Muriel Pénicaud, puis Corinne Hardy, parce qu'elle aussi, elle mesure beaucoup. On fait des progrès en France, c'est trop lent et il n'y est pas au bout du chemin. Mais on a l'arsenal législatif reconnu mondialement comme un des plus avancés, avec, d'une part, la loi Copé-Zimmermann, qui a mis son temps, mais qui a maintenant des effets vraiment très efficaces, puisque ça a prouvé que les femmes étaient invisibles, mais qu'elles étaient là, qu'elles étaient compétentes. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la loi dit au minimum 40%, et c'est 46%. Donc, c'est une réussite. Il y a la loi que j'ai portée, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et l'idée, c'était effectivement, on ne progresse pas si on ne mesure pas. Si on ne compte pas, ça ne compte pas. Et donc, c'est le seul moyen de monitorer des progrès dans chaque entreprise, dans le collectif. Et là, on l'a bâti avec les partenaires sociaux, l'intégralité des partenaires sociaux, c'était important. Et aujourd'hui, on était en moyenne à 84 points au départ. 4 ans plus tard, parce qu'il y a eu l'année Covid, c'est 89. Ça progresse, mais il faut accélérer, il faut monter la barre, il faut monter l'exigence. Et puis la loi Rexin, qui est plus récente, et qui commence à produire des effets, même si beaucoup d'entreprises ne déclarent pas encore, donc il faut garder l'attention. Mais les lois sont nécessaires pour accélérer. Elles ne créent pas
le changement culturel, mais Elles elles accélèrent. accélèrent la dynamique, elles ouvrent la porte aux acteurs qui, eux, font le travail de fond de votre cas, mesdames, le travail de fond pour accélérer aussi le changement Et puis des prises de conscience. Voilà, les prises de conscience, la lutte contre les plafonds de verre et les biais inconscients. Enfin, Oui, bref, il y a j'allais y venir. une dizaine d'outils qu'il faut manipuler. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, l'idée que c'est pas pour moi, l'idée que je ne pourrais pas le faire, j'ai des enfants, mille sujets. Vous mesurez, vous aussi, à l'occasion de cet événement, vous allez, j'imagine, présenter des choses extrêmement concrètes. On en est où? On nous dit que les femmes, depuis le 10 novembre à 11h31, si j'ai bien compris, travaillent gratuitement. Ça, vous le validez, ce chiffre, ou pas? Parce que Alors, ça a été très, très médiatisé. C'était très médiatisé. Alors, ce chiffre-là... Je vous sens un peu hésitante. Parce qu'il y a différents moyens de mesurer la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Globalement, il y a 3 niveaux. Oui. Ce chiffre-là, il se base sur les 22%. 22% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. À postes différents. À postes différents et temps de travail différents. Voilà. C'est-à-dire qu'on compare, on prend... Ce qui n'est pas tout comparable. confondu. Par contre, si on regarde à poste équivalent et à temps de travail On est équivalent, à 4%? 3,8. 3,8. Voilà. Oui. Donc 3,8. Donc voilà, faut être précis sur ce qu'on mesure. Vous, votre combat, Corinne, c'est quoi concrètement? Vous créez un événement, vous créez un événement côté MEDEF et à Lyon. Quelle est votre volonté? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, l'AME, l'Alliance pour la mixité en entreprise, c'est une association qui a été créée maintenant, voilà, 15 ans, qui est là pour accélérer l'égalité professionnelle homme-femme dans les entreprises. Donc, ça fait 15 ans qu'on met à disposition des entreprises des outils, une expertise pour faire progresser l'égalité professionnelle. Donc, on a 20 entreprises membres de l'association, mais l'événement va au-delà. Et cette année, nous avons choisi le thème de la mesure, parce que je suis vraiment d'accord Alors, toutes les avec trois, vous êtes d'accord sur cette idée? on est d'accord Voilà. sur cette idée. Ce qui se mesure s'analyse. Enfin, Exactement. Et en Et fait, ce qu'on permet va... d'agir. et d'agir. Et En mesure, permet il n'y a pas d'agir. d'action. Exactement. Donc, au cours de l'événement, on va annoncer que le lancement prochain, en janvier, d'un outil au service des entreprises pour vraiment piloter et prendre des décisions sur l'égalité Ils n'ont professionnelle. pas d'outils, ces entreprises déjà? Globalement, Enfin, c'est, non. Globalement, on observe, et on a fait d'ailleurs, on présentera les résultats d'une étude qu'on a fait auprès de 40 entreprises, qui est justement quelle est la pratique de la mesure et le pilotage de comment l'égalité ils font, professionnelle en entreprise. Et on s'aperçoit que globalement, alors bien sûr, il y a toutes les situations sont différentes entreprise par entreprise, mais globalement, il y a quand même un manque d'outils de pilotage, et c'est pour ça qu'on en a créé un. Juste d'un mot, parce qu'on va parler aussi de ces femmes entrepreneurs. Vous aviez quelques éléments à nous transmettre, parce que je crois que ça vous tient très à cœur aussi, d'entreprendre et de pouvoir être accompagné. Mais quand on voit les chiffres, on a eu un avocat il y a quelques temps ici sur le plateau, un avocat en droit du travail, qui nous dit que malgré la loi, on n'a jamais eu autant d'actes sexistes, de violences sexistes, sexuelles sur les femmes, qui est un énorme paradoxe. On a le sentiment que le sujet avance, que la prise de conscience est là, et pourtant, dans l'entreprise, les femmes n'ont jamais autant subi de violences sexistes et sexuelles. Alors, c'est dans l'entreprise et c'est en dehors de l'entreprise. Dans la bande dessinée que j'ai menée chez Autre corps Glénat, à votre âge. travailler. Oui, je suis scénariste de BD maintenant, c'est post-politique. Qui s'appelle Travailler demain. Il y a 13 personnes qui interviennent, 7 femmes, 6 hommes, dont Christine Lagarde, Aurélie Jean, etc. Et Isabelle Rome, qui montre le lien, et je crois que c'est très important. Plus il y a la violence faite aux femmes et des violences sexuelles, y compris dans la vie privée, et plus ça retarde aussi l'égalité de femmes, parce qu'il y a le plafond de verre extérieur qui est très fort, managérial, Et organisationnel, le perso. conscient et inconscient, et puis il y a le plafond de verre intérieur, Bien sûr. le sentiment d'imposture, d'audace, mais quand vous avez la boule au ventre parce que vous craignez pour votre vie et celle de vos enfants, il n'y a pas de chance minime que vous puissiez vous investir dans la carrière. Donc ces deux sujets À venir boucher. sont liés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui vont sur ce terrain. Je pense à Engie qui a mis le 119 sur ses factures, AXA qui amène des logements pour les femmes en détresse qui ont besoin de partir immédiatement. Donc c'est un sujet de société qui en fait va impacter aussi les entreprises. Et je me réjouis de voir des entreprises qui comprennent que c'est leur intérêt, c'est pas leur responsabilité sociétale, mais c'est leur intérêt dans l'entreprise d'investir ces sujets-là En aussi. fait, protéger les femmes de ces violences, c'est aussi libérer leur charge mentale pour se consacrer, s'engager. C'est aussi ça le sujet. Un mot, Corinne, et puis Caroline. Oui,
Oui, et je voudrais juste rebondir. En fait, au sein de l'âme, on a identifié qu'il y avait 10 thèmes différents. L'égalité professionnelle, c'est un sujet d'une complexité incroyable, en fait. Et c'est comme des briques, en fait. Si vous voulez construire une maison, vous le faites brique par brique. Et toutes ces briques, en fait, sont reliées entre elles. Donc, l'égalité au sein du top management est hyper importante, mais si à côté vous ne combattez pas les violences sexistes et sexuelles, si Exactement. à côté dans l'éducation on n'a pas assez de femmes ingénieurs puisque ça plafonne à Exact. 29%, si Ça a à un peu côté, progressé tout de même, mais trop lentement. trop lentement, Quasiment pas, sur Ouais. 30 ans. ça progresse très peu. Si à côté vous ne créez pas une culture de l'égalité, si à côté vous ne mesurez pas l'impact de vos actions, Tout ça ne sert à rien, finalement, ces images du CAC. voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre de manière holistique, de manière globale, mesurer et puis faire en sorte que tout ça crée une dynamique positive et qui se traduit aussi à la fin quand même par une véritable perception d'égalité par les hommes et par les femmes. Donc en il faut entreprise. insister et lutter un peu plus encore, sanctionner, je parle au RH, les faits de propos sexistes et de violences sexuelles, parce que c'est souvent des sujets très délicats pour les services RH, et on ne sait pas toujours comment gérer ces sujets. On avait abordé ce sujet, Caroline, et je donne la parole à Floriane dans quelques instants. Pour rebondir sur ce que vous disiez, le décrochage sur les mathématiques, etc., apparaît dès le CP. C'est pour ça que le gouvernement a lancé il y a 6 mois le plan filles et maths pour, dès le début, agir. Je voulais revenir peut-être sur la transparence des salaires, Oui, qui doit être très vite ça c'est le casse-tête du moment là pour les boîtes. Hein. Et si un écart de 5% à poste équivalent est constaté et n'est pas justifié, l'entreprise devra travailler avec les partenaires sociaux pour soit trouver les réseaux objectifs qui l'expliquent, soit corriger cet écart. Donc la pression s'accentue. Alors là-dessus, je voudrais rebondir parce que en fait, la directive Et Floriane, juste après. est née. En fait, quand on a fait l'index, quand on a construit avec les partenaires sociaux, on avait choisi en Qui a été abandonné, 2018. vous confirmez qu'un... Non, il n'est pas abandonné pour l'instant. Tant que il va être englobé et intégré. D'accord. Parce qu'on ne va pas avoir 2 instruments de mesure. D'accord. Mais la Commission européenne nous a demandé, en disant la France est la plus en avance, on va s'en inspirer pour faire une mesure. Alors évidemment, du coup, c'est plus le même baromètre, l'inconvénient, mais c'est parti de ça. Et par contre, on avait choisi de ne se limiter à 5 critères. Pourquoi ? Parce qu'il y en aurait une vingtaine à faire, mais on s'est dit, l'important, c'est que ces informations puissent être un objet de discussion dans les COMEX et dans les conseils d'administration. S'il y a plus de 5 indicateurs, c'est mort. Je parle d'expérience. Ouais. Et donc, on a choisi, forcément, du coup, on trouvera que c'est incomplet, mais on a choisi, pour démarrer, en tout cas, d'être dans cette logique-là. Maintenant, avec la réglementation européenne, on va aller plus loin. Il faut juste pas perdre la simplicité en cours de terme. Sinon, ça va être juste des gens qui remplissent de l'Excel. De l'Excel, Et ça ne va pas pousser à l'action. Or, l'intérêt de la mesure, c'est de pousser à l'action. Qui avait été le débat sur la pénibilité, ne l'ouvrons pas. Ce tableau qui avait été contesté par le MEDEF notamment, trop compliqué. Juste sur les entrepreneuses, parce qu'on a ouvert ce débat sur les entrepreneuses, on parle des femmes salariées, on parle du casse-tête des services RH qui calculent là, pour la transparence, mais il y a les femmes entrepreneurs qui ont l'esprit d'entreprise, qui ne sont pas salariées. Et les chiffres de Caroline, si on a un ou deux à sortir, on voit bien qu'elles peinent à même lever de l'argent. C'est compliqué. Il y a une étude Sista faite avec le BCG en 2022 qui montre que 88% des levées de fonds opérées par des startups sont captées par des équipes 100% masculines. Quel est votre sentiment ? Alors, moi, j'ai un chiffre, c'est 0. Il y a 0 femme fondatrice dans le SBF 120. Fondatrice. Nous avons des dirigeantes salariées, 0. Dans les 120 plus grandes sociétés françaises, aucune femme fondatrice. Nous avons des hommes fondateurs, c'est formidable, bravo à eux, mais nous avons 0. Alors, si on regarde, en fait, d'où vient, parce que pour qu'elles soient à côté, il faut que ce soit des grosses ETI. Exact. Et puis, il faut que ça commence par être une TPE et puis une PME. Donc, si on regarde, je me réfère à l'étude de la BPI, que la BPI a produit en 2022, nous avons dans ce pays, dans la France, 2025, l'étude de 2022, ça n'a pas dû beaucoup changer, 12% de femmes qui sont dirigeantes de PME de plus de 10 salariés. 12%. C'est très faible. Sur ces 12%, ça ne veut pas dire qu'elles soient fondatrices. Il y en a 4 sur 10 qui sont fondatrices. Maintenant, si on regarde le nombre de femmes, le pourcentage de femmes qui sont dirigeantes de TI de plus de 250 salariés, combien ? 6%. Oui, donc c'est 6%. 50% de baisse. 6%. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas retrouver très très rapidement des femmes PDG, des grandes sociétés cotées, tout simplement parce qu'effectivement, on part de très très loin. Donc après, on sait
et je me réfère à la même étude, qu'effectivement, les femmes fondatrices d'entreprises ou qui dirigent effectivement des entreprises ont le même niveau d'études. Elles sont également Bac plus 5. On sait qu'elles sont moins endettées. On sait que 40% Donc elles gèrent d'entre mieux, elles pour le dire à elles l'envers. sont moins endettées. Elles ont moins accès Elles aussi sont au moins- crédit. Hein. Ouais. Et donc, Et moins accès aux aides aussi, à 40% l'investissement. d'entre elles, Ouais. et leur société est de plus petite taille, Oui. parce que justement, elles n'ont pas accès Elles n'accèdent pas à l'investissement. l'investissement. Et 40% d'entre elles disent que c'est très, très difficile Quel de se faire panorama. financer. Et je peux me permettre d'ajouter Muriel un Pénicaud, chiffre. on part de loin quand même. hein. 12% des start-upers sont des start-upeuses. Eh bien, oui. Donc ça veut dire que Mais oui. si on n'agit Mais pas oui. vite, si on ne les soutient pas vite, on est reparti pour une génération où l'écart va rester énorme. Donc, je pense que c'est vraiment là un sujet politique absolument majeur, puisque ça cascade également sur tout le long de la chaîne, sur le sujet de l'épargne, mais aussi sur le sujet des retraites des femmes, si on veut que les femmes qui vivent longtemps aient des retraites effectivement dignes. Mais donc, c'est vraiment tout le sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Avant de nous quitter, on dresse un panorama notamment sur ces femmes entrepreneuses trop faiblement représentées dans les entreprises de taille moyenne, voire grande taille. Est-ce qu'on a quand même évolué sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes? On dresse souvent des panoramas un peu sombres. Est-ce qu'on a avancé ou pas? C'est trop long. C'est trop lent. C'est trop lent pour nos filles et nos petites filles, et même pour nos fils. Parce que je pense que Les hommes sont là. on sait que quand il y a égalité, parité, et ça aussi bien le FMI que McKinsey l'a prouvé, on peut avoir 7% de PIB ou de croissance de plus. Donc si les acteurs économiques étaient rationnels, ils se précipiteraient sur l'égalité homme-femme comme un levier de croissance formidable. Donc on voit bien qu'il y a aussi une question de mentalité et de cooptation et de maintien des postes dans un certain cercle, parce que sinon tout le monde devrait y aller. Et je pense qu'en parler reste important, parce qu'en parler et mesurer, c'est nécessaire pour agir, et il ne faut rien lâcher. Corinne, 30 secondes, et vous aurez 30 secondes, Floriane, pour conclure. Oui, on a évolué, mais on a évolué avec des poches, ce que j'appelle des poches de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où cela va bien, on en a parlé, les instances dirigeantes par exemple. Il y a d'autres domaines où il reste encore beaucoup de travail, l'éducation, parce qu'on a des métiers qui ne sont pas assez Évidemment. mixtes, par exemple. Et on a d'autres sujets, on a les stéréotypes qui augmentent au sein de la jeune génération. C'est Oui. paradoxal, Oui, mais oui. c'est paradoxal. Ceci dit, si on veut regarder le verre à moitié plein, on sait ce qu'il faut faire, on a les outils, c'est une question de volonté maintenant. Vous en pensez quoi? Oui, on a évolué. Ça avance trop lentement. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce sujet? Oui, on a évolué sur les instances dirigeantes et sur des femmes dans les COMEX et que dire. Non, on n'a pas évolué sur les femmes entrepreneurs, puisque l'étude de l'INSEE en 2015 disait qu'il y avait 15% de femmes créatrices de PME dirigeantes de PME et de TI. Donc non, on n'a pas évolué. Elles ont le même esprit d'entreprise que les hommes. Faut le Donc on n'a préciser. pas évolué. Donc on n'a pas évolué, d'où effectivement le fléchage de l'investissement de façon volontariste sur les femmes est vraiment, je pense, tout à fait bénéfique pour le pays. Donc on ne lâche rien, disait Muriel Pénicaud, parce qu'il y a une espèce d'idée aussi qu'il faut rester toujours vigilant. Est-ce qu'il y a un dernier chiffre pour faire un clin d'œil, chère Caroline, ou par rapport au travail que vous avez mené sur ce sujet? Peut-être dire que le nombre de membres des comités exécutifs des entreprises du CAC 40 a augmenté de 15 personnes, ce qui correspond à l'arrivée de 16 femmes au départ d'un homme. Voilà, il y a cette envie d'augmenter la taille des COMEX pour pouvoir accueillir plus de... Attention à l'effet gadget, à l'effet communication. Un dernier mot. Ajout de chaises et veillons à ce que ce ne soit Voilà. pas des strapontins. Vous avez fait beaucoup de punchlines dans cette émission. C'était une très très belle émission. Je voulais vous remercier, mesdames. Merci à vous, Corinne Hardy. Ça sera le 25 novembre, votre événement, l'âme, entre le MEDEF Paris et Lyon. Merci à Floriane de Saint-Pierre et ses chiffres. On reviendra sur vos chiffres de l'entrepreneuriat au féminin. Présidente d'Ethics and Boards, j'ai oublié le Et S. fondatrice. Et fondatrice, et entrepreneuse. Et Muriel Pénicaud, merci. Femme aux multiples casquettes, ancienne ministre du Travail. Vous étiez identifiée comme cela, mais vous faites beaucoup de choses, dont cette BD dont je n'avais pas parlé. Merci de l'avoir précisé. Merci à vous, Caroline. C'est un vrai plaisir de partager cette émission. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci en régie, merci à Charles, merci à Paul au son, Charles à la réalisation, et merci à l'incontournable Nicolas Jouchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.